Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée comme les semaines précédentes, comme c'est le cas depuis maintenant 4-5 semaines quasiment consécutives. On a une hausse des marchés actions, en tout cas une bonne tenue des marchés actions. On a des taux qui sur l'ensemble de la semaine, des taux américains ont continué à progresser. On a un dollar qui a également continué à progresser. Toujours dans ce contexte d'anticipation d'une réélection de Donald Trump par le marché, par rapport à des sondages qui lui sont favorables dans 5 des 6 États clés américains, et avec un écart également qui s'est resserré au niveau du vote populaire. Le vote populaire, on rappelle que c'est le vote en nombre de voix. L'écart qui était jusqu'à présent favorable à Kamala Harris s'est resserré par rapport à Donald Trump. Donc le marché est clairement en train d'anticiper une nouvelle victoire de Donald Trump, et donc ça génère ces mouvements qu'on vient de décrire sur les marchés. Et pourquoi ces mouvements sont observés? Parce que la politique qui serait associée à Donald Trump, si elle est la même que celle qu'il a réalisée, notamment lors de son arrivée post-élection, donc en 2016, mais les mesures qu'il a mises en place en 2017, ce sont des mesures donc de nature reflationniste, des mesures pour soutenir l'économie, alors sachant qu'elle n'a pas forcément besoin d'être soutenue du tout en ce moment, c'est même plutôt l'inverse, mais qui sont donc des mesures d'expansion à nouveau, donc de réaccélération de l'économie, des mesures de baisse d'impôts favorisant la consommation, des mesures de dérégulation, déréglementation, voilà, une politique qui est celle qu'il a mise en place lorsqu'il a eu son premier mandat. Mais dit comme ça, on peut se dire c'est parfait, donc l'économie va continuer à être stimulée, les marchés vont continuer à grimper et tout va bien se passer d'un point de vue de l'économie américaine. Et c'est ça que les marchés price. Moi, j'ai une vision c'est celle que je partage avec vous dans les derniers podcasts, qui est beaucoup plus modérée par rapport à ça, parce que là, pour l'instant, le marché regarde le verre à moitié plein, qui est effectivement des mesures de soutien, des baisses d'impôts, etc. Ça, les marchés aiment bien en général. Mais ce qu'on associe également à l'éventuel second mandat de Trump, si c'est bien une politique reflationniste, expansionniste qu'il met en place, je rappelle quand même que le déficit américain depuis 4 ans n'est absolument pas le même déficit que Trump avait trouvé en arrivant à son premier mandat. À l'époque, quand il a été élu pour la première fois, le déficit américain avoisinait les 3%. Là, depuis 4 ans, depuis le Covid, l'année du Covid, on était quasiment à 14% de déficit, l'année suivante à 11%, 2021 aux alentours de 5%, 2022 aux alentours un peu au-delà de 6%. Alors je dis une bêtise, 2020 donc des déficits aux alentours de 14%, 2021 aux alentours de 11%, 2022 c'était aux alentours d'un peu plus de 5%, et 2023 dans la zone des 6%. Et les projections pour cette année, c'est encore un déficit qui dépasserait les 6%. Donc vous vous rendez compte que c'est des déficits qui, d'un point de vue historique, même si on parle bien des États-Unis, sont des déficits qui sont anormalement élevés, même s'il y avait une partie justifiable par le Covid. Ce qui a suivi ensuite était une politique volontairement expansionniste de l'administration Biden pour concurrencer la Chine, pour rapatrier certaines entités de production sur le sol américain, pour soutenir des secteurs clés dans la transition énergétique ou autres, et dans les secteurs clés par rapport à la Chine, technologie notamment, le plan infrastructure, enfin, c'est ça les déficits, c'est de dynamiser l'économie. Mais je pense que tout le monde comprend bien que c'est pas une politique qu'on peut mener encore 4 ans de plus. C'était une politique justement très expansionniste depuis le Covid, et qu'à un moment donné, le coût de la dette a un coût, la dette a un coût, les agences de notation surveillent forcément ça aussi, et ce qu'on observe, et c'est pour ça que moi je mets vraiment la pédale douce par rapport au marché action en ce moment, parce que les taux qui se redressent, c'est aussi le signe que le marché anticipe que l'inflation pourrait être plus importante. Forcément, c'est une politique inflationniste ou expansionniste, il y a un risque de voir l'inflation rebondir. Et on rappelle, et c'est important de le faire, que les mesures d'inflation sous-jacentes aux États-Unis ne sont pas encore l'objectif. On est à 2,7 sur l'inflation PCE, à 3,3 sur l'inflation CPI sous-jacente, donc des mesures d'inflation hors alimentation et hors énergie, qui sont les mesures les plus surveillées par la Fed. Et donc, si Donald Trump arrive par-dessus ça avec une politique expansionniste, le risque c'est de voir non pas un rebond massif de l'inflation, mais une petite résurgence quand même, un petit rebond, et en tout cas la Fed qui se trouverait totalement désavouée par rapport à ses projections de septembre. On rappelle que les dernières projections de septembre, c'est une sorte de plan de vol par rapport aux 2 années qui arrivent, avec de nombreuses baisses de taux, plus de 150 points de base de baisse de taux supplémentaires, avec une inflation qui reviendrait de la zone de 2% d'ici quelques trimestres. C'est ça le plan de vol de la Fed. Là, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que les marchés actions adorent jouer le Trump trade, mais ce Trump trade impliquerait potentiellement un risque de résurgence de l'inflation, et donc une Fed qui ne pourrait absolument pas dérouler le nombre de baisses de taux qu'elle souhaiterait, et surtout une inflation qui ne reviendrait pas à l'objectif dans le laps de temps souhaité par la Fed. Et donc
dans ce cas-là, on pourra avoir un volte-face de la Fed qui dirait clairement que la politique menée aux États-Unis n'est pas compatible avec du coup des baisses de taux supplémentaires et autres. Donc, vous voyez, c'est ça le risque sous-jacent qu'on peut avoir par rapport à ce que le marché joue actuellement de manière très optimiste, mais en occultant finalement quelles seraient les conséquences sur la politique monétaire, sur les taux et sur le coût de la dette. Parlons aussi du coût de la dette, parce que là on parle du déficit qui a couru ces 4 dernières années qui était très important, mais il y a un mouvement aussi qui s'est opéré depuis quelques semaines dont on parle très peu. On parle beaucoup de la hausse des marchés actions, de la hausse du dollar, de la hausse des taux, etc., du rebond des taux, c'est ça le Trump trade. Mais face à ça, il y a quoi? On observe des mouvements aussi de rebond du prix de l'assurance, du prix des assurances qu'on prend. Alors ça, c'est à l'échelle institutionnelle, mais des assurances que l'on prend pour se couvrir contre la dette d'un État. Les États-Unis, comme les autres pays, on peut acheter des contrats de couverture pour se prémunir du défaut d'un État, même si la note américaine reste très très bien notée. C'est pas le sujet de dire il y a une crainte fondamentale par rapport à ça. Simplement, on observe que depuis quelques semaines, le prix de l'assurance pour se couvrir contre le défaut de la dette américaine a grimpé. C'est le niveau des CDS n'est pas un niveau considéré comme historiquement dangereux, mais simplement on note quand même une hausse de ce prix. Et c'est ça la réflexion, c'est de dire il y a quand même une partie des acteurs de marché qui considèrent que oui, que la politique que peut mener Trump, si elle alourdit plus fortement la dette et qu'en plus ça se passe dans des conditions où les prix rebondissent, donc où les taux restent élevés, eh bien ça renchérit le coût de la dette, et donc ça peut faire à nouveau créer une petite pression sur la dette américaine, et une pression à laquelle les agences de notation pourraient tout à fait réagir s'ils estiment que c'est une politique qui est, pas en jugeant la politique de Trump, mais que la question du déficit peut devenir à un moment donné un problème pour les États-Unis. Donc je trouve que le comportement des marchés actions depuis quelques semaines est totalement lunettes roses, c'est-à-dire on ne regarde que les aspects positifs dans ce second mandat de Trump sur le plan économique, fiscal ou autre, mais en occultant ce que ça pourrait générer sur l'inflation, sur la politique de la Fed, sur le retard du retour de l'inflation à 2% et sur la question du coût de la dette globalement avec des taux qui pourraient repartir à la hausse. Donc ça c'est le constat qu'on peut faire sur cette semaine où on a encore vu d'ailleurs des chiffres américains supérieurs aux attentes. Regardez les indices PMI communiqués cette semaine, notamment dans les services, un PMI service encore à plus de 55, ce qui est vraiment un niveau d'expansion fort de l'activité dans les services. On a eu des chiffres du chômage, des inscriptions au chômage nettement plus faibles que ce qui était attendu, et on a eu des chiffres sur les ventes de logements neufs notamment, bien meilleurs qu'attendus. Donc vous voyez, on a une économie qui tourne toujours bien, voire très bien, et les anticipations de croissance pour le troisième trimestre, elles sont toujours à plus de 3% pour l'instant. Donc imaginez que par rapport à ça, ou sur une économie comme ça, vous avez un président qui, pour marquer de son empreinte son second mandat, décide d'appliquer encore de la stimulation budgétaire, fiscale, etc., des baisses d'impôts. Ça, le risque, il serait d'avoir des économies qui surchauffent en fait à nouveau. Et avec tout ce que ça présente comme risque d'un point de vue de l'inflation et de la dette derrière. Donc on a, et ce que je trouve assez surprenant dans ce contexte, alors c'est peut-être lié au fait que l'élection approche, mais on a eu assez peu de membres de la Fed, alors qu'ils étaient nombreux à s'exprimer au calendrier, en tout cas cette semaine. Il y avait plus d'une dizaine de membres qui s'exprimaient dans différents événements. Quasiment aucun n'a exprimé d'opinion pouvant aller dans ce sens-là, sauf une, qui s'appelle Lori Logan. C'est la seule qu'on a noté qui a des propos, j'allais dire, un peu courageux, qui a mis un peu les pieds dans le plat quand même en disant que il fallait quand même être prudent sur la question des baisses de taux, que la question des conditions financières, des conditions, ce qu'on appelle les conditions financières, c'est-à-dire les conditions de crédit, les conditions d'obtention des prêts, de niveau de volatilité sur les marchés ou autres. On a atteint ces derniers jours, ces dernières semaines, sur les conditions financières, les niveaux les plus souples qu'on a observés depuis 2021. Et pour résumer, plus les conditions financières sont souples dans un pays, plus l'activité est stimulée. Plus les conditions financières sont dures, plus l'activité est freinée. Et donc là, on observe que les conditions financières aux États-Unis sont retombées à des niveaux qu'on n'avait pas vus, des niveaux de souplesse qu'on n'avait pas vus depuis 2021. Donc Lori Logan de la Fed, elle dit ça, elle dit il faut tenir compte de ça aussi dans le sens, évidemment, que ça influence aussi la vitesse de retour de l'inflation vers les 2%, qu'il faut en tenir compte. Elle a aussi parlé de la volatilité qu'on observe sur les marchés monétaires, notamment dans ces anticipations de baisse de taux, etc. Ça crée de la volatilité sur les marchés monétaires. Et elle a dit, la Fed doit laisser cette volatilité s'exprimer. Elle dit c'est pas grave en gros qu'il y ait un peu de volatilité sur ces marchés-là, le marché monétaire, il faut laisser ça s'exprimer. Et en expliquant que ça permettra justement de donner à la réduction du bilan toute l'efficacité nécessaire pour lutter contre l'inflation et permettre à cette inflation de revenir à 2%. Donc, pour résumer ses propos, elle dit il n'y a pas d'urgence à baisser les taux, les conditions financières sont quand même assez souples en ce moment, et puis
il y a une certaine volatilité effectivement qu'on observe sur le marché monétaire, mais c'est pas grave qu'il y ait cette volatilité. Donc c'est pas du tout un appel du pied pour dire il faut aller plus vite sur les baisses de taux, il faut accélérer la cadence, etc. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt une phrase qui semble dire l'économie est toujours résiliente, l'inflation n'est toujours pas à 2% et il y a encore de la marge pour y être sur l'inflation sous-jacente, donc en gros ne nous pressons pas. Et je trouve que ça a manqué beaucoup d'autres déclarations accompagnant celle-ci cette semaine, alors qu'il y avait largement de quoi, pour plusieurs membres de la Fed, aller dans ce sens-là, quand on voit les dernières stats, quand on voit les derniers chiffres d'inflation, et ce que le marché joue, qui donc crée de la spéculation aussi sur le marché. Et les membres de la Fed, s'ils le voulaient, ils pourraient décider de calmer un peu cette spéculation, pour éviter justement qu'il y ait une surchauffe qui peut être problématique par la suite. Donc, silence un peu, peut-être lié à l'élection, de certains membres de la Fed, cette semaine en tout cas. Autre actualité cette semaine, et oui, toujours dans ce chapitre américain et des marchés américains, on note également l'indice de volatilité du marché obligataire américain. Ça aussi, c'est assez impressionnant. La volatilité de ce marché obligataire, notamment dans ce contexte où les taux sont fortement redressés en l'espace de quelques semaines, toujours en anticipant cette victoire de Trump et aussi cette grosse résilience de l'économie américaine, eh bien, on a une volatilité du marché obligataire américain, sur les trésoreries notamment, qui sont les obligations du trésor américain, qui a touché son plus haut niveau annuel. Et vous voyez, quand on parle de ça, de certains marchés comme le marché obligataire qui anticipent plein de choses par rapport à l'inflation, par rapport à éventuellement Trump, on est assez surpris de voir que le marché action, lui, reste aussi bien orienté, sans qu'à un moment donné, il y ait quelques arbitrages un peu prudents pour dire, bon, déjà, si c'était pas Trump, premièrement, et puis, quelles conséquences de tout ça ? Quand les taux grimpent comme ça, à un moment donné, ça va redurcir un peu les conditions de crédit, pas tout de suite, mais ça veut dire que le dollar qui monte aussi, ça peut devenir un vent contraire pour l'appétit pour les actifs américains, et des taux qui se redressent aussi fortement que ça, à un moment donné, ces allers-retours sur les taux sur le marché, ça peut commencer à provoquer un peu de difficulté à lire la trajectoire du crédit aux États-Unis, des taux de crédit aux États-Unis, et ramener un peu d'incertitude sur le plan financier, un peu d'instabilité financière. Donc je suis assez étonné que les marchés actions restent aussi sereins par rapport à des mouvements qui sont très importants sur l'obligataire, et avec une volatilité sur l'obligataire, des trésoreries notamment, qui est à son plus haut niveau en un an. Donc voilà pour ce bilan de la semaine américaine notamment. Côté Europe, on a eu des éléments macro, alors des indices, notamment des indices de sentiment, tout ce qui est PMI notamment, des indices d'activité, voilà, indices d'activité. Alors les PMI en zone euro, il y a eu vraiment deux images. Alors l'image de la France, malheureusement les PMI français, manufacturiers, services et composites se sont donc dégradés par rapport au mois précédent. Pour l'Allemagne, ça reste mauvais, enfin au niveau du PMI manufacturier, toujours très bas, mais le PMI manufacturier a un tout petit peu rebondi. Toujours largement contracté, mais un peu rebondi. Et le PMI service allemand est ressorti un petit peu meilleur qu'attendu. Donc on a l'impression que pour l'Allemagne, les deux derniers PMI en tout cas ont été un poil meilleurs. Pas bon pour autant, mais un petit peu meilleur que les chiffres précédents. Et puis même chose, même constat sur d'autres indices, comme l'indice IFO par exemple, qui est le climat des affaires en Allemagne. Après 5 ou 6 mois de dégradation, on a un petit rebond de l'indice IFO en Allemagne. Donc est-ce qu'il faut y voir là peut-être un début de bottom sur le sentiment économique allemand? Ce ne serait pas impossible. Ça ne veut pas dire pour autant que tout va bien. Ça veut dire simplement qu'on n'a plus observé les dégradations qu'on observait les mois précédents. Et puis ça a été accompagné cette semaine avec quelques discours, je dirais un peu plus volontaristes de la part des autorités allemandes. Scholz, qui a notamment dit publiquement que l'Allemagne avait besoin d'avoir plus de croissance, et son ministre de l'économie qui a évoqué des possibilités de primes à l'investissement pour les entreprises, expliquant que voilà, on pourrait imaginer un scénario où les investissements des entreprises seraient subventionnés à hauteur d'une prime de 10%. On sent voilà, que l'Allemagne commence à réfléchir, à relance un peu la machine via l'investissement notamment, et on sait que l'investissement c'est là la première pierre pour la croissance future ensuite, donc ça va plutôt bien ensemble, des indices d'activité qui se redressent un tout petit peu, qui sont en tout cas légèrement moins mauvais, parce qu'ils sont toujours mauvais, mais qui sont légèrement moins mauvais, et accompagnés de quelques discours plus volontaristes de la part de l'exécutif allemand. Donc voilà, est-ce que c'est suffisant du coup pour dire il faut repartir, alors que le DAX, rappelons-le quand même, si on parle du DAX en parallèle, le DAX n'a pas attendu tout ça pour marquer des records historiques. Donc oui, il y a quand même un décalage assez souvent c'est le cas, entre la macro et les indices, mais du coup, est-ce que parce que ça va un peu mieux sur certains indicateurs allemands, le DAX doit flamber de 10% de plus? On pourrait tout à fait avoir une période. Je pense que, si vous voulez, moi l'Europe, je pense toujours que les marchés européens à court terme pourraient être un peu influencés par les marchés américains, mais actuellement c'est vrai que ce qui pèse sur les marchés européens, on voit qu'ils bénéficient
pas tellement de l'envolée des marchés américains, parce que justement les marchés américains s'envolent en espérant que Trump soit élu président par rapport à d'éventuelles mesures supplémentaires de soutien économique, là où Trump serait un danger pour l'Europe. C'est perçu comme tel en tout cas par rapport aux tensions économiques, enfin aux tensions commerciales, risque de taxes, etc. Enfin on a connu ça en 2016-2017, on voit qu'effectivement que l'Europe n'est pas très friande d'une nouvelle mandature Trump. Donc ça génère aussi un peu de tassement sur les indices européens, mais malgré ça, vous avez quand même un DAX qui il y a quelques jours a marqué un record. Alors cette semaine, il y a eu quelques prises de gains sur le DAX, mais ça n'a pas empêché, il y a une semaine de ça, de marquer de nouveaux records. Donc je dirais qu'on sous-performe un peu par rapport aux US, mais c'est quand même pas non plus la panique sur la partie européenne. Mais je pense que, que sur la tendance globale, pas sur quelques jours comme ça, mais si les États-Unis doivent corriger à un moment donné, parce que des excès de valorisation ou autre, je vois pas l'Europe dans ce cas de figure-là refaire, vous voyez, si les US corrigent de 5 ou 10%, je vois pas l'Europe faire plus 10% dans le même laps de temps. Voilà. Donc c'est ça qui me freine aussi un peu sur l'Europe actuellement, c'est que la macro reste assez moyenne. La question de l'élection de Trump pèse aussi un peu, mais au-delà de ça, au-delà de ces éléments un peu court terme, si nous assistions pendant quelques mois à quelques prises de gains sur les marchés américains ensuite, je ne suis pas convaincu que l'Europe aurait un boost aussi d'un point de vue du sentiment, parce que quand les Américains tous, en général sur leur marché, ce qui va autour subit un petit peu les conséquences aussi de ça, hein. Même s'il peut y avoir des surperfs du marché européen par rapport au marché action de quelques pourcents, ça c'est possible. Si les US font moins 10 et que l'Europe fait moins 5, c'est quand même de la surperf. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on monte, hein. Voilà. Donc voilà le genre d'hypothèse que nous pourrions avoir pour les marchés européens et américains. Et voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Quelques résultats, enfin pas mal de résultats qui ont été publiés, on ne va pas revenir sur tous les résultats, ce serait trop long. On note deux choses qui ont marqué cette semaine. Le résultat de Tesla, meilleur qu'attendu, et le titre s'est envolé de plus de 20% dans la foulée dans les jours qui ont suivi. En revanche, moi, un résultat que j'ai observé avec pas mal d'attention, c'est celui de ASML, le géant néerlandais des machines permettant de fabriquer les semi-conducteurs, donc vraiment qui est en amont de la chaîne, sur les machines qui permettent elles-mêmes de fabriquer les semi-conducteurs, des résultats qui étaient assez moyens, et surtout des propos de son PDG, qui reste confiant sur les perspectives moyen terme et long terme liées à l'intelligence artificielle, mais qui met quand même un petit bémol sur le court terme, expliquant que ce qu'il observait lui, que quelques entreprises du secteur avaient appuyé sur le frein, pour reprendre ces termes. Donc voilà, ça me fait être aussi prudent par rapport à l'envolée des valeurs comme Nvidia et de ce segment d'autres 7 magnifiques aussi, les 7 magnifiques, c'est-à-dire des Microsoft, les Apple ou autres. Voilà, me demande si on n'est pas sur une phase quand même d'exagération court terme, même sur le segment des semi-conducteurs, alors pas tout le monde, mais sur le segment de la tech en général, j'ai envie de dire, par rapport à ce genre de déclaration d'un mastodonte de la tech européenne qui est ASML et qui en plus est mastodonte du secteur des semi-conducteurs. Voilà pour ce récap hebdo. Rapidement la semaine prochaine, alors on aura donc toujours la saison des résultats qui va se poursuivre, qui va même s'intensifier. On aura la semaine la plus dense en termes de publication de résultats côté États-Unis, avec notamment plusieurs des 7 magnifiques, des très grosses entreprises américaines tech qui vont publier. Lundi, ce sera donc très calme, rien du tout. Par contre, mardi, ça va commencer à monter en puissance. On aura la confiance des consommateurs en Allemagne. On aura la première donnée de l'emploi de la semaine, avec les chiffres Jolts. On aura également des indices mardi toujours, de la confiance des consommateurs aux États-Unis. On aura également un chiffre sur le prix des maisons aux États-Unis. Ça c'est toujours important par rapport à ces anticipations d'inflation notamment. Mardi, on aura autre chiffre de l'emploi américain, le chiffre ADP. On aura la première estimation du PIB, ça va être important. Première estimation du PIB pour le troisième trimestre, des États-Unis. Donc gros rendez-vous, le consensus est confiant. Il attend 3% de croissance pour ce troisième trimestre. On aura aussi le matin les dépenses de consommation en France. Jeudi, attention, dans la nuit de mercredi à jeudi, donc un jeudi très tôt, on aura la décision de la Banque du Japon. Peut-être une nouvelle hausse de taux à l'horizon, on ne sait pas, on verra, mais en tout cas, je pense qu'il y aura, si c'est pas cette fois-ci, ce sera la fois d'après, mais je pense qu'il y aura encore peut-être de quoi placer 1 à 2 hausses de taux du côté de la Banque du Japon. On a notamment vu le yen qui a pas mal glissé avec la force du dollar qui est revenu par rapport à ce Trump trade. Eh bien, le yen a beaucoup faibli. Alors je ne dis pas que la Banque du Japon doit bouger ses taux pour contrer ce mouvement-là. Ils ont reconnu eux-mêmes cette semaine qu'une partie de la faiblesse du yen ces derniers jours venait quand même de la force du dollar. Donc pas certain qu'ils avaient de contrer ça par une hausse de taux, mais au-delà de ça, c'est par rapport plutôt aux questions de hausse de salaire au Japon, de niveau d'inflation toujours à l'échelle nationale, qu'une nouvelle hausse de 25 points de base ne serait pas incongrue au-delà des événements de marché pur court terme liés aux devises ou autres, mais simplement par rapport à cette macro japonaise, notamment sur la question des salaires, de l'inflation. Donc à surveiller.
possibilité. Alors est-ce que juste avant l'élection ils le feront, avant l'élection américaine? Je suis pas certain, parce que l'élection qui arrive juste après, imaginons qu'ils montent les taux, que le marché panique un peu, et puis que l'élection américaine derrière crée de la surprise aussi. Voilà. Est-ce qu'il y aura une hausse de taux de la Banque du Japon? C'est pas certain, mais en revanche, à horizon de quelques mois, je dirais 1 à 2 trimestres, je pense qu'elle a de quoi placer encore 50 points de base, donc en 2 fois de hausse de taux. On aura également jeudi des PMI d'activité pour la Chine, important ça, maintenant que les mesures de stimulation ont été prises, est-ce que ça commence à influencer les indices d'activité, les PMI? Ça on le verra donc jeudi prochain. La balance commerciale allemande sera connue jeudi, c'est une grosse journée qu'on aura jeudi prochain, hein, avec également les chiffres d'inflation en zone euro, mais également, et très important aussi, les chiffres d'inflation PCE aux États-Unis. Ça c'est une grosse mesure, parce que c'est la mesure surveillée par la Fed, et du coup voir est-ce qu'il y a eu des progrès ou pas. Vu cette résilience forte de l'économie américaine, est-ce que dans ce contexte-là, l'inflation PCE sous-jacente notamment, qui est la principale, surveillée par la Fed, est-ce qu'elle a réalisé des progrès ou pas vers l'objectif? Notamment dans la semaine vendredi, avec le rapport sur l'emploi et des indices d'activité ISM manufacturier aux États-Unis. Voilà pour ce podcast Bourse Hebdo. Je serai en vacances la semaine prochaine, donc prochain podcast dans 15 jours. À très vite, au revoir.